À sa remise de diplôme, ma fille m'a publiquement humilié, louant son beau-père. Mon vrai père n'a jamais rien fait, a-t-elle dit. J'ai souri, je suis sorti et j'ai vidé le fonds d'études de 91 000 $ que j'avais constitué pendant 18 ans. Le poids du sac de l'appareil photo sur le siège passager me semblait plus lourd que son contenu. C'était un Canon USR, une magnifique pièce d'ingénierie sur laquelle j'avais passé 2 mois à me documenter, un cadeau de remise de diplôme pour ma fille Emma, 18 ans, major de sa promotion au lycée, et admise à l'université d'État avec une bourse d'études complète. Alors que je parcourais les 20 minutes habituelles pour me rendre chez mon ex-femme, une vague de fierté me serrait la poitrine. C'était ça, le point culminant de tout. Je suis ingénieur en structure. Mon monde tourne autour des fondations, des murs porteurs et de la charpente invisible et peu reluisante qui empêche tout de s'effondrer. À bien des égards, c'est ainsi que j'ai abordé la paternité, surtout après le divorce. Sarah et moi nous sommes séparés quand Emma avait 7 ans, et je me suis promis que la vie de ma fille ne s'effondrerait pas à cause de ça. J'étais le père des week-ends sur 2, le père des dîners du mercredi soir qui n'avait jamais manqué un paiement de pension alimentaire. J'étais la fondation, solide, fiable et surtout invisible. L'appareil photo était pour sa mineure en photographie. Elle en parlait avec une passion qui illuminait son visage, un feu sur lequel j'avais envie de verser de l'essence. C'était différent que de simplement payer une facture. C'était un cadeau qui la voyait, l'artiste qu'elle était en train de devenir. Un souvenir a surgi spontanément d'il y a environ 8 ans. Emma, âgée de 10 ans, se tenait en coulisses lors d'un récital de piano, les mains moites et tremblantes. Elle était sur le point de monter sur scène, et son visage était un masque de pure terreur. Je me suis agenouillé à côté d'elle, l'odeur des rideaux poussiéreux et du vieux bois emplissant l'air. Je n'avais pas les mots pour la calmer, le genre d'assurance fleurie dans lesquelles Sarah était si douée. Au lieu de cela, j'ai sorti un plan plié de la poche de ma veste. « Regarde ça, ma chérie », j'avais chuchoté, en pointant un réseau complexe de lignes. « Tu vois ce pont ? Il a l'air grand et effrayant, mais il est maintenu par des centaines de petits boulons en acier et de piliers en béton que tu ne peux même pas voir. Chacun fait son travail, et l'ensemble reste solide. Tu es l'une des pièces solides, Amy. Tu t'es entraîné. Tu as fait le travail. La fondation est solide. Tu peux le faire. » Elle a regardé le dessin, puis moi, et une infime partie de la peur s'est retirée de ses yeux. Elle est montée sur scène et a joué à la perfection. C'est ce que j'ai fait. J'ai construit des fondations. La plus importante était le plan d'épargne-études 529 que j'avais commencé le mois de sa naissance. Je l'avais appelé le fonds Emma dans mon logiciel Kiken. Pendant 18 ans, une partie de chaque chèque de paye a été versée. Je conduisais une Honda Accord vieille de 10 ans, non pas parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter une neuve, mais parce qu'un paiement de voiture était 100 $ de plus qui aurait pu fructifier dans ce fonds. J'ai pris des vacances modestes. J'ai réparé mon propre toit. Le résultat se trouvait sur un compte Charles Schwab, 91 437 $, assez pour couvrir son logement, ses livres et toutes les dépenses que la bourse ne couvrait pas. C'était mon geste discret et grandiose, qui durait depuis 18 ans. Mes pensées se sont tournées vers son beau-père, Derek. Sarah l'avait épousé il y a 4 ans. Il vendait des assurances commerciales et se comportait comme un gestionnaire de fonds spéculatifs. Il louait une nouvelle BMW tous les 2 ans et publiait sans cesse des messages sur son acharnement et ses investissements. Lors d'un dîner de famille à Noël dernier, il avait bruyamment admiré sa nouvelle Rolex, puis m'avait demandé de quelle année était mon accord avec un petit sourire apitoyant. Sarah s'était précipitée nerveusement dans la cuisine pour chercher plus de pain. Derek n'était pas nécessairement un mauvais gars. Il semblait simplement vivre dans un monde de surface, de choses brillantes destinées à être vues. Je vivais dans un monde de barres d'armature et de béton, des éléments destinés à être cachés. J'espérais juste qu'Emma comprenait la différence. L'arrière-cour de la maison louée de Sarah et Derek, dans le quartier cher de la ville, bien sûr, était animée. L'odeur des hamburgers grillés flottait dans l'air humide du soir, se mêlant à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Des guirlandes lumineuses étaient drapées entre les arbres, projetant une lueur chaleureuse et festive sur la cinquantaine de visages de la famille, des amis et des enseignants. J'ai pris une bière, ressentant un véritable sentiment de paix. Malgré toutes nos différences, nous nous étions réunis pour Emma. C'était une bonne journée. Je discutais avec l'un des professeurs d'Emma, une femme qui ne cessait de louer son éthique de travail, lorsque le tintement d'un couteau contre une bouteille de bière a interrompu la conversation.
Derek se tenait sur une terrasse surélevée, son bras enlaçant possessivement les épaules d'Emma. Il avait ce sourire facile de vendeur plaqué sur son visage. « Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention une minute », a-t-il tonné, sa voix anormalement amplifiée par un petit haut-parleur portable qu'il avait installé. « Je veux vous remercier tous d'être venus célébrer l'incroyable réussite d'Emma. En tant que son beau-père, je ne pourrais pas être plus fier de la jeune femme incroyable qu'elle est devenue. » Il s'est arrêté pour faire de l'effet, puis son sourire s'est élargi. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un trousseau de clés de voiture, les faisant teinter pour que le logo Honda Poly capte la lumière. « Emma, a-t-il déclaré, ces clés appartiennent à la toute nouvelle Honda Civic garée dans l'allée. Elle est à toi, ma chérie. » La cour a explosé. Emma a poussé un cri théâtral et a jeté ses bras autour de Derek, sautant de haut en bas. Tout le monde applaudissait, sifflait, encourageait. J'ai applaudi aussi, avec un sourire sincère. C'était un sacré cadeau, et elle le méritait. Une petite partie de moi, la partie qui avait prévu de lui offrir l'appareil photo, a ressenti une piqûre. Un appareil photo, aussi bien soit-il, ne pouvait pas rivaliser avec une voiture. Et un petit avertissement aurait été agréable. Mais j'ai chassé cette pensée. C'était son moment. Puis les choses ont pris une tournure différente. Emma, rayonnante, a pris le petit microphone des mains de Derek. « Merci beaucoup, Derek. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. » Sa voix, pleine d'émotion, portait sur toute la cour. Elle s'est tournée, et ses yeux m'ont trouvé dans la foule. J'ai souri, prêt à être reconnu, à partager ce moment. Vous savez, a-t-elle continué, son regard fixé sur le mien, en grandissant, je me suis toujours demandé ce que ce serait d'avoir un père qui se soucie réellement de moi. L'air s'est figé. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je pouvais sentir les yeux des gens autour de moi passer d'Emma à moi. J'ai gardé le sourire figé sur mon visage, me disant qu'elle était juste excitée, emportée par le moment. Quelqu'un qui ferait des choses comme ça, a-t-elle dit, en brandissant les clés comme si elles étaient Excalibur, quelqu'un qui ferait de grands gestes et me montrerait que j'étais importante. La mauvaise sensation n'était plus une sensation. C'était une certitude. Ce n'était pas une gaffe. C'était un discours. Ses yeux, que je connaissais aussi bien que les miens, n'étaient pas remplis d'une simple joie. Ils étaient remplis d'une sorte de détermination défiante. Et puis elle a porté le coup fatal, sa voix claire et stable, dirigée directement vers moi à travers 20 mètres d'un silence stupéfait. « Mon beau-père m'a acheté une voiture », a-t-elle annoncé, sans jamais rompre le contact visuel. Mon vrai père n'a jamais rien fait de tel. Je suppose que maintenant je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui veut vraiment investir dans mon avenir. Le silence qui a suivi a été absolu. C'était une couverture lourde et suffocante. 50 personnes qui célébraient il y a quelques instants étaient maintenant piégées dans un théâtre de mon humiliation publique. J'ai vu les jointures de mon cousin Jake devenir blanches autour de sa bouteille de bière. Quelques professeurs d'Emma étaient soudainement fascinés par leurs propres chaussures. Et Derek ? Derek est resté là, les bras toujours autour de ma fille, un sourire suffisant et triomphant s'étalant sur son visage. Il avait gagné. Sarah se tenait à côté d'eux, le visage pâle, refusant de me regarder. C'était planifié. C'était un coup d'État orchestré par Derek et exécuté par ma fille. En un seul instant, 18 années de ma vie, les genoux écorchés, l'aide aux devoirs tard le soir, les sacrifices financiers, le soutien discret et fondamental ont été publiquement déclarés nuls et non avenus. J'ai été effacé. J'aurais pu crier. J'aurais pu énumérer tous les chèques que j'avais jamais écrits, tous les événements scolaires auxquels j'avais jamais assisté. J'aurais pu rugir à propos des 91 000 $ qui se trouvaient dans son fonds d'études. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration. Mon sourire, on me l'a dit, n'a jamais faibli. Je me suis frayé un chemin à travers la foule figée. Les gens s'écartaient pour moi comme si j'étais un fantôme. J'ai monté les marches de la terrasse, je me suis tenu devant ma fille et je lui ai donné une étreinte. Son corps était raide dans mes bras. « Félicitations, ma chérie », j'ai chuchoté dans ses cheveux, ma voix stable. « Je suis vraiment fier de toi. » Puis je l'ai lâché, je me suis retourné, j'ai descendu les marches, traversé la cour, franchi le portail et je n'ai jamais regardé en arrière. La Honda Accord vieille de 10 ans a démarré avec un grondement familier et réconfortant. Je me suis éloigné du trottoir, le bruit de la fête s'estompant déjà derrière moi. Pendant les premiers pâtés de maison,
je n'ai rien ressenti, un engourdissement profond et creux. Mon cerveau refusait tout simplement de traiter la scène à laquelle il venait d'assister. Mes mains étaient fermes sur le volant. Ma respiration était régulière. C'était comme si un autre homme, une version plus calme et plus détachée de moi-même, conduisait. Puis les images ont commencé à défiler derrière mes yeux, vives et cruelles, le visage d'Emma, non pas rempli d'allégresse, mais d'une froide rectitude répétée, le sourire triomphant sur le visage de Derek, le regard fuyant de Sarah, la réponse du lâche. Et la phrase, un poignard se tordant dans mes entrailles, encore et encore, investir dans mon avenir. Il a investi dans son avenir avec un prêt co-signé sur un actif dépression. J'ai investi dans son avenir avec 18 ans de sacrifices disciplinés, en constituant un fonds fiscalement avantageux qui lui donnerait un départ dans la vie adulte sans dette. L'absurdité de la situation était si flagrante, si complètement insensée qu'un seul rire rauque s'est échappé de mes lèvres. Il sonnait étranger dans la voiture silencieuse. L'engourdissement a commencé à s'estomper, remplacé par une vague de douleur si intense qu'elle était physique. J'avais l'impression qu'une pierre était posée sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était une gomme, une déclaration publique que ma paternité avait été un échec. Que mon amour stable et discret était sans valeur par rapport à un cadeau flamboyant. Il ne l'avait pas seulement préféré à moi, il m'avait invalidé, Emma et moi. Emma avait été celle qui avait brandi la hache. Au moment où j'ai tourné sur l'autoroute, la douleur commençait à se calmer, à durcir. Elle se cristallisait en quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de clair et de tranchant. C'était de la détermination d'un ingénieur. Lorsqu'une structure est déclarée malsaine, vous ne continuez pas à la réparer. Vous la condamnez. Vous retirez le soutien. Vous la laissez se tenir ou s'effondrer sur ses propres nouvelles fondations imparfaites. Emma avait 18 ans, elle était légalement adulte. Elle s'était tenue sur une scène qu'elle avait elle-même créée et avait rendu un verdict. Elle avait choisi son père. Elle avait choisi son investisseur. Un choix fait aussi publiquement, aussi délibérément, exigeait une réponse tout aussi délibérée. Le père émotif et au cœur brisé s'estompait. L'ingénieur pragmatique et rationnel prenait le dessus. Je me suis garé dans mon allée, la maison sombre et silencieuse. Je suis entré à l'intérieur, le sac de l'appareil photo toujours en bandoulière. Je l'ai laissé tomber sur le sol avec un bruit sourd. Je ne voulais pas le regarder. Je suis allé dans la cuisine, j'ai versé un verre de whisky et j'ai composé le numéro de mon frère aîné, David. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Ah. Je viens de partir. Tu vas bien? J'allais venir te chercher. Je suis à la maison, ai-je dit, ma voix plus plate que je ne l'aurais cru. C'était quoi ce bordel, a-t-il craché, sa colère contrastant agréablement avec mon calme froid. J'avais envie de lui arracher le microphone des mains. Et Derek, debout là comme s'il venait de gagner le Super Bowl. Il a gagné, Dave, ai-je dit, en faisant tournoyer le liquide ambré dans mon verre. Il a gagné. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Ce n'était pas un discours, a dit David, sa voix baissant. C'est un avocat, et je pouvais entendre son esprit analytique se mettre en marche. C'était un assassinat. Un assassinat de personnage. Et ils ont mis l'arme dans sa main parce qu'ils savaient que personne ne riposterait à l'enfant. Elle n'est plus une enfant, ai-je dit doucement. Elle a 18 ans. Elle a fait un choix. Il y a eu une pause. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre la rue sombre et tranquille, ma rue, celle où je vivais pour rester près d'elle. Je vais honorer son choix, ai-je dit complètement. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a dit qu'elle voulait, un monde où Derek est celui qui investit dans son avenir. Et je suis celui qui n'a jamais rien fait. Le sommeil n'est pas venu. Je suis resté assis dans mon salon jusqu'à ce que la première lumière grise de l'aube commence à se faufiler à travers les stores, le verre de whisky vide sur la table à côté de moi. La tempête émotionnelle était passée, laissant derrière elle un paysage d'une clarté froide et austère. Il ne restait plus de colère, plus de larmes. Il n'y avait que le bourdonnement silencieux d'une décision prise. Le lundi matin, je ne suis pas allé au bureau. J'ai dit à mon patron que j'avais besoin d'une journée personnelle. Je me suis assis à mon bureau, le même bureau où j'avais aidé Emma avec ses devoirs de calcul par Zoom pendant la pandémie, et j'ai commencé à démanteler la fondation. Le premier appel a été le plus facile et le plus difficile. Je me suis connecté à mon compte Charles Schwab.
L'écran brillait avec les chiffres que je connaissais par cœur, 91 437 $. 18 années de ma vie distillées en un chiffre. J'ai pensé aux heures supplémentaires, au déjeuner sauté, aux cotisations méticuleusement planifiées. Je l'ai vue comme une tour que j'avais construite pour elle brique par brique. En 3 clics, j'ai initié un transfert complet du solde entier vers mon compte de courtage personnel. L'écran de confirmation est apparu, votre transfert est en cours de traitement. La tour avait disparu. J'ai ressenti une amputation, une perte profonde, mais aussi une étrange libération sans poids. Le fardeau d'être le fournisseur silencieux était levé. Le deuxième appel était à ma compagnie d'assurance automobile. J'ai navigué dans les menus automatisés jusqu'à ce que j'atteigne un être humain. Bonjour, ai-je dit, ma voix égale. Je voudrais retirer un conducteur et un véhicule de ma police, à compter de la fin du mois. Je leur ai donné le nom d'Emma et les détails de sa vieille voiture d'occasion, celle que j'avais achetée pour qu'elle apprenne à conduire. L'agent était gai et efficace. Il n'y avait aucune émotion dans tout ça. C'était juste du business, une transaction. Le troisième appel était à AT&T. Même processus, même voix calme et détachée, ma voix. J'ai demandé que la ligne d'Emma soit retirée de mon forfait familial. Le représentant a demandé si elle allait créer son propre compte. Je crois que oui, ai-je dit. Vous devrez parler avec elle, ou avec son beau-père, Derek. Je lui ai donné le nom de Derek. Il était important d'être précis. La responsabilité avait besoin d'un nom et d'une destination. À chaque action, je sentais les liens être coupés proprement. Ce n'étaient pas les liens importants de l'amour et de l'histoire. Cela avait été mis en pièces par Emma elle-même sur cette terrasse. C'étaient les liens pratiques et financiers, la plomberie et le câblage de mon soutien qu'elle avait pris pour acquis toute sa vie. Elle pensait que la paternité était une voiture neuve et un discours public. Elle était sur le point de suivre un cours accéléré sur ce qu'elle impliquait réellement. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. La maison était silencieuse. J'avais été effacé de son récit de soutien, alors j'avais effacé mon soutien de sa réalité. C'était parfaitement symétrique. Une solution d'ingénieur. Derek voulait être le héros, l'investisseur, le type des grands gestes. Très bien, il pouvait tout avoir. Il pouvait gérer les primes d'assurance, les factures de téléphone, les pneus crevés imprévus, les vidanges. Il pouvait gérer le travail quotidien, peu reluisant et invisible d'être parent. Il voulait le crédit. Maintenant, il obtenait le grand livre. Une semaine s'est écoulée dans le silence. Je suis allé travailler, j'ai conçu les fondations d'un nouvel immeuble de bureaux et je suis rentré dans une maison vide. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sarah, d'Emma ou de Derek. C'était un calme inquiétant, le calme avant la tempête que je savais venir. Les mots de David de cette nuit-là résonnaient dans ma tête, rien n'est gratuit avec des gars comme ça. C'était un fil lâche, et je ne pouvais pas m'empêcher de tirer dessus. Pendant ma pause déjeuner, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé le site web du concessionnaire Honda près de chez eux. Ils organisaient un événement signé et conduisaient. Des grands gestes à petit budget. J'ai senti un sourire cynique toucher mes lèvres. Puis, sur un coup de tête, j'ai décidé de passer devant le concessionnaire en rentrant du travail. Je suis entré, feignant l'intérêt désinvolte d'un client qui flâne. J'ai entamé une conversation avec un jeune vendeur, mentionnant que ma nièce venait de recevoir une nouvelle Civic de leur part comme cadeau de remise de diplôme. Oh, oui, une Civic blanche, a demandé le vendeur, ses yeux s'illuminant. Nous en avons vendu une la semaine dernière. Super voiture. C'était une énorme surprise, ai-je dit, me penchant conspirateur. Son beau-père l'a acheté pour elle. Je suis juste curieux, combien coûte un cadeau comme celui-là? Le vendeur a ri. Eh bien, il ne l'a pas vraiment acheté. Il a co-signé. La plupart des gens le font pour leurs enfants. Nous lui avons obtenu un excellent taux de financement, cependant. Il a fait un clin d'œil. Un co-signataire, pas un acheteur. Le fil se défaisait. C'est génial, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Ça doit être difficile pour une jeune fille de 18 ans de se qualifier, même avec un co-signataire. Oh, c'est sûr, a-t-il dit, gonflant un peu sa poitrine, fier de sa magie financière. Le crédit de son beau-père était correct, mais un peu tendu. La clé était le garant financier de la jeune fille. Son vrai père, je pense. Excellent revenu, solide historique.
Avec son soutien sur la demande, la banque l'a approuvé sans problème. Le monde a légèrement basculé. Mon sang s'est refroidi. Son vrai père, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Oui, il était répertorié comme référence financière, un garant de sa capacité à payer à l'avenir. Nous n'avons même pas eu besoin de l'appeler. Sa cote de crédit était suffisamment élevée pour que le système la vérifie automatiquement. Ça a scellé l'affaire. J'ai senti une vague de fureur glaciale. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma fille pour m'humilier. Ils avaient utilisé mon nom, ma stabilité financière, la chose même que j'avais construite grâce à des années de discipline silencieuse, pour obtenir frauduleusement le prêt pour l'arme qu'ils avaient utilisée contre moi. Ce n'était plus seulement une insulte. C'était de la fraude. J'ai remercié le vendeur et je suis sorti, mon cœur battant à un rythme régulier et colérique. La tempête n'était plus à venir. J'allais devenir la tempête. 2 jours plus tard, l'appel inévitable est venu d'un numéro privé. C'était le service de financement de la banque. Monsieur Arthur Jensen a demandé une voix polie et professionnelle. C'est moi, ai-je dit. Monsieur, nous effectuons un suivi de routine sur un prêt pour une Emma Jensen, pour lequel vous avez été répertorié comme garant financier. Nous avons juste besoin de vérifier quelques détails. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis heureux de vérifier, ai-je dit, ma voix calme et claire. Premièrement, je peux vérifier que je n'ai donné à personne la permission de me répertorier comme garant financier sur une demande de prêt. Deuxièmement, je peux vérifier que je ne fournirai pas, ni maintenant ni à l'avenir, de soutien financier à Madame Emma Jensen. Toutes ces affaires financières sont désormais la seule responsabilité de son beau-père, Monsieur Derek Thatcher. Je vous recommande d'adresser toutes les questions futures à ce dernier. Je suis sûr que ses finances sont aussi impressionnantes que les grands gestes qu'elle paie. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le clic frénétique d'un clavier. Monsieur, êtes-vous en train de dire que vous retirez formellement votre soutien financier? Je dis que ça n'a jamais été là pour commencer, ai-je répondu. C'était une fiction. Je vous suggère de vérifier également vos autres fictions. J'ai raccroché. Le château de cartes avait un défaut structurel, et je venais d'en retirer la pierre angulaire. Le silence après cet appel téléphonique a duré exactement 9 jours. C'était un calme tendu et chargé. Puis, un mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait Sarah. Je l'ai laissé sonner 4 fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Je n'ai même pas eu de bonjour. Ils ont pris sa voiture. La voix de Sarah était un cri strident, aigu et empreint d'incrédulité et de fureur. Une dépanneuse est venue ce matin et a pris sa voiture directement dans l'allée. La banque dit que vous leur avez dit que vous ne la soutiendrez pas. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, en regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. C'est exact, Sarah, ai-je dit, ma voix mesurée et calme. Il semblait que cela la mettait encore plus en colère. Correct? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était son cadeau de remise de diplôme. Comment as-tu pu lui faire ça? Soyons très clairs sur quelques points, ai-je dit, la patience que j'avais cultivée pendant des années ayant finalement disparu. Premièrement, je n'ai rien fait. J'ai simplement dit à la banque la vérité lorsqu'elle m'a appelé, que mon nom avait été utilisé sur une demande de prêt sans mon consentement et que je n'en serais pas financièrement responsable. C'est ce qu'on appelle corriger un document frauduleux. Frauduleux. Derek essayait juste de faire quelque chose de gentil. Deuxièmement, ai-je poursuivi, ignorant ses protestations, ce n'était pas un cadeau. C'était un prêt, avec Emma comme emprunteur principal, un prêt que vous et Derek ne pouviez pas obtenir sans utiliser ma réputation financière. Et troisièmement, Emma a fait son choix de fournisseur financier très clairement devant 50 personnes. Elle a annoncé qu'elle avait un nouveau père pour investir dans son avenir. J'ai simplement officialisé l'arrangement. Il semble que le portefeuille du nouvel investisseur soit un peu plus fragile que ce qui a été annoncé. Sarah bafouillait, un mélange de rage et de panique. Tu es cruel. Tu l'as puni pour un commentaire stupide. Ce n'était pas un commentaire stupide, Sarah. C'était une exécution publique et planifiée de mon personnage, et tu es resté là et tu as laissé faire. Tu as laissé Derek utiliser notre fille comme accessoire pour apaiser son ego fragile. Donc, non, je ne suis pas cruel. Je suis conséquent. Les actions ont des conséquences. C'en est une.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La paix que j'ai ressentie a été immédiate et profonde. Mais la guerre ne faisait que commencer. Ce soir-là, la première salve a été tirée sur le deuxième front, les médias sociaux. La sœur de Sarah, Karen, une femme qui considérait Derek comme un génie financier, a publié un long et larmoyant message sur Facebook. Il ne mentionnait pas mon nom, mais c'était évident. Il parlait d'un ex-mari amer et d'un père jaloux qui ne pouvait pas supporter de voir sa fille heureuse. Il brossait le portrait d'une pauvre fille innocente dont la joie avait été malicieusement arrachée par un homme qui fait passer l'argent avant son propre enfant. Le message a été inondé d'émojis de sympathie et de colère. J'étais sur le point de l'ignorer lorsque mon téléphone a vibré avec une notification. Mon frère David avait commenté le message de Karen. Sa réponse n'était pas émotionnelle. Elle était chirurgicale. Pour plus de clarté, a-t-il écrit, le cadeau était un prêt que le beau-père de la jeune fille ne pouvait pas obtenir sans utiliser frauduleusement les informations financières de son vrai père. Le vrai père est l'homme qui a tranquillement payé pour toute sa vie pendant 18 ans et qui a mis de côté plus de 90 000 $ pour ses études universitaires. Lors de la fête, la fille a déclaré publiquement « Mon vrai père n'a jamais rien fait pour moi. Il semble qu'il ait finalement décidé d'honorer son évaluation. » Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit des conséquences d'une trahison très publique et cruelle. La section des commentaires s'est tue. Les lignes de bataille étaient tracées. 2 jours après l'escarmouche sur les médias sociaux, Derek a appelé. Je m'y attendais. J'ai laissé son appel aller à la messagerie vocale la première fois, juste pour le laisser mijoter. Il a rappelé instantanément. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as raconté à la banque, a-t-il exigé, sa voix tendue d'une fureur qui semblait performative, comme s'il jouait le rôle de l'homme lésé. Il n'y avait pas de bonjour, pas de préambule. La vérité, Derek, ai-je dit calmement, en l'imaginant faire les 100 pas dans son salon loué. C'est un concept que tu devrais peut-être apprendre à connaître. Je leur ai dit que je n'avais pas autorisé que mon nom ou mes finances soient utilisés comme garantie pour ton grand geste. Tu as saboté ça pour elle. Tu ne pouvais pas juste la laisser avoir une seule belle chose, a-t-il répliqué, sa voix s'élevant. J'ai laissé échapper un rire court et sec. Une belle chose? Tu veux dire un paiement mensuel de 340 $ que ni toi ni elle ne pouviez vous permettre? Tu as appelé ça une belle chose. Tu as attaché une dette à son dos et tu as appelé ça un cadeau. Pire encore, tu as utilisé mon bon nom pour le faire. Tu es resté là à profiter des applaudissements pour un spectacle que tu ne pouvais pas réellement payer. Ce n'est pas un cadeau, Derek. C'est une arnaque. Il resta silencieux un instant, visiblement dégonflé. La colère dans sa voix s'est estompée, remplacée par autre chose, du désespoir. Écoute, mec, dit-il, son ton changeant radicalement. D'accord, je ne peux pas me permettre ce paiement de voiture à long terme. Mon ratio dette-revenu est au maximum. J'essayais juste de faire quelque chose de gentil, tu sais. Je pensais qu'elle trouverait un emploi, qu'elle prendrait le relais dans quelques mois. Alors tu n'aurais pas dû signer les papiers, dis-je sèchement. Tu voulais jouer au héros. Les héros ne peuvent pas reculer quand le dragon leur envoie une facture. Il soupira, un long hélas son. La bravade avait complètement disparu. Vint alors la vraie raison de son appel. Qu'en est-il du fonds d'études, demanda-t-il, sa voix faible. Sarah a dit que tu l'avais pris. Je n'ai rien pris. C'était mon compte, Derek. De l'argent à mon nom. J'ai simplement transféré mon argent d'un de mes comptes à un autre. L'argent que j'avais prévu de donner à Emma. Mais, comme elle l'a si clairement dit, elle a déjà quelqu'un pour investir dans son avenir. C'est toi, n'est-ce pas? C'était tout le but du discours, non? Pour te sacrer nouveau fournisseur. Je n'ai jamais dit que je te remplaçais, dit-il, une pointe de panique dans sa voix. Tu n'avais pas besoin de le dire, rétorquai-je, ma voix comme de la glace. Tu avais juste à laisser Emma le dire pendant que tu te tenais là à sourire, en acceptant tout le crédit comme un roi. Tu voulais une couronne, Derek. Devine quoi? Elle est livrée avec un royaume à gérer. Profite de ton règne. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, le son d'un homme piégé. Allez, Har. Ne fais pas souffrir Emma pour ça, implora-t-il. C'était le dernier stratagème pathétique, se cachant derrière ma fille. Je ne fais pas souffrir Emma, dis-je, mes mots lents et délibérés. Je la tiens, elle et toi, responsables.
Elle t'a choisi, alors tu dois être son père dans tous les sens du terme. Au revoir, Derek. J'ai raccroché, ne ressentant pas une once de pitié. Il n'avait pas seulement essayé de m'humilier. Il avait essayé de m'utiliser. Le désespoir dans sa voix n'était pas pour Emma. Il était pour lui-même. L'escroc avait été démasqué. Le lendemain, dimanche, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant était Emma. Mon cœur a fait un bond douloureux. C'était l'appel que j'avais redouté et attendu à parts égales. Je l'ai laissé sonner, me reprenant, puis j'ai répondu « Papa ». Sa voix était faible et pâteuse de larmes. Le son de celle que j'avais apaisée depuis qu'elle était bébé, avait encore le pouvoir de me tordre les entrailles. « Bonjour, Emma, dis-je, mon ton neutre. »« Papa, pourquoi as-tu pris l'argent de mes études » demanda-t-elle entre deux sanglots. La question était si directe, si dépourvue de toute compréhension de ce qui s'était passé, que j'en ai eu le souffle coupé. « Emma, soyons précis, dis-je, ma voix se durcissant malgré moi. J'ai transféré mon argent d'un compte à mon nom vers un autre de mes comptes. L'argent auquel tu fais référence est le fonds que j'ai constitué pour toi pendant 18 ans, le fonds du père qui, selon toi, n'a jamais rien fait. Mais je ne voulais pas dire ça comme ça, pleura-t-elle. Le repli classique de quelqu'un qui ne veut pas faire face aux conséquences de ses paroles. Alors, comment voulais-tu le dire, Emma, demandai-je, ma voix dangereusement calme. Parce que tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu ne parlais pas à Derek. Tu ne parlais pas à ta mère. Tu me parlais à moi. Tu voulais t'assurer que j'entendais chaque mot. Tu voulais blesser. Alors, s'il te plaît, explique-moi comment tu voulais le dire. Elle resta silencieuse, à l'exception de sa respiration saccadée. J'étais excité à propos de la voiture, finit-elle par murmurer. La voiture, dis-je, ma voix plate. La voiture qui a été saisie parce que l'homme qui te l'a donnée n'avait pas les moyens de l'acheter. La voiture qu'il n'a réussi à obtenir qu'en utilisant frauduleusement mon nom sur la demande de prêt. Parlons-nous de cette voiture, Emma ? Plus de silence. Les sanglots avaient cessé. Je pouvais l'imaginer à l'autre bout du fil, stupéfaite. Il était clair que Sarah et Derek lui avaient donné une version très différente de l'histoire. Emma, comprends-tu ce qui s'est passé ? Insistai-je, ma voix perdant son tranchant et devenant lasse. Ton beau-père a orchestré un spectacle public avec de l'argent qu'il n'avait pas. Il a utilisé ma stabilité financière comme filet de sécurité, puis il t'a laissé, sa complice consentante, m'humilier devant le monde entier. Et maintenant qu'il y a de réelles conséquences financières, il est introuvable. Il ne peut pas assumer ses responsabilités. Je suis désolé, murmura-t-elle. Et, pour la première fois, cela semblait sincère. Je ne savais pas. Je ne voulais pas te blesser, Emma. J'ai déjà été blessé. Il ne s'agit plus seulement de mes sentiments, dis-je, la finalité de ma décision s'abattant sur moi comme un linceul. Il s'agit de toi qui fais un choix. Tu es adulte. Tu t'es levé devant tout le monde, et tu as choisi Derek comme ton père. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Tu ne peux pas me rejeter publiquement et ensuite attendre en privé que je continue à payer tes factures. Ça ne marche pas comme ça. Mais qu'en est-il de l'université ? Demanda-t-elle, sa voix tremblant à nouveau. La bourse ne couvre pas tout. Qu'en est-il ? Répondis-je, la question planant dans l'air entre nous. Derek va trouver une solution. C'est ton père maintenant. Elle raccrocha. Je fixai mon téléphone, ma main tremblant légèrement. Je ne ressentais aucune victoire, aucune satisfaction, juste une tristesse profonde et lancinante. La petite fille dont j'avais apaisé les peurs avec un plan avait disparu. À sa place, il y avait une adulte que je reconnaissais à peine, une adulte qui devait maintenant apprendre que certaines fondations, une fois brisées, ne peuvent pas être facilement réparées. Les semaines qui suivirent furent une étude de la dure réalité des conséquences. Les appels téléphoniques dramatiques cessèrent, remplacés par une nouvelle normalité sombre et en cours de déploiement. Grâce à la rumeur familiale, principalement mon frère David, qui entendait des choses de notre cousin Jack, je reconstituai la nouvelle vie d'Emma. Elle a trouvé un emploi presque immédiatement, travaillant à temps double comme serveuse dans un restaurant local, le même restaurant où nous allions prendre des crêpes le samedi matin quand elle était petite. La pensée me serra le cœur. Ses amis ont commencé à publier sur les médias sociaux à quel point elle travaillait dur pour économiser pour l'université, la présentant comme une victime héroïque d'un père cruel.
David a continué son rôle de vérificateur de faits stoïques, déposant occasionnellement un commentaire clarifiant qui ferait taire le récit pendant un jour ou deux. J'ai appris qu'elle avait réussi à demander des prêts étudiants pour combler le fossé laissé par le fonds Emma. Elle s'endettait, la chose même que j'avais travaillé pendant 18 ans à prévenir. Elle postulait également à des programmes d'études-travail. En bref, elle était forcée de faire pour elle-même ce que j'avais toujours fait pour elle. Une partie de moi était fière de sa résilience. Une plus grande partie avait le cœur brisé que l'on en soit arrivé là. Un soir, Sarah a appelé. Son ton était différent maintenant, plus de rage, plus de cris, juste une résignation plate et épuisée. Elle se tue au travail, dit-elle, sa voix lourde. Elle est épuisée. Elle a l'air d'avoir perdu 5 kilos. Ça s'appelle la responsabilité, Sarah, dis-je, ma voix douce mais ferme. C'est une leçon difficile pour certains. Derek dit. Il dit qu'il peut aider avec certains des coups, offrit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. Dans quelle mesure peut-il aider, demandai-je, sincèrement curieux. Il y eut une pause. Il pense peut-être qu'il peut couvrir ses manuels scolaires et ses fournitures pour le premier semestre, dit-elle, comme si c'était une contribution significative. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire sec et sans humour m'échappa. Des manuels scolaires? Alors, l'homme qui allait investir dans son avenir, l'homme qui a tiré une révérence pour une voiture à 25 000 $, peut débourser peut-être 2 000 $ pour sa vraie éducation. C'est à peu près ça? Il fait de son mieux, dit-elle faiblement. Sarah, j'ai mis de côté plus de 90 000 $ pour son avenir. Derek peut peut-être gérer les manuels scolaires. Est-ce que tu vois enfin la différence? Est-ce que tu comprends ce qu'elle a jeté? Elle a fait une erreur, plaida Sarah, sa voix se brisant. Une terrible erreur. Elle le sait maintenant. Et maintenant, elle apprend que les erreurs ont des conséquences, répondis-je. Ce n'est pas un jeu. C'est sa vie, une vie qu'elle a choisi de recentrer autour de lui. Son mieux, c'est ce qu'elle obtient maintenant. La conversation s'est terminée, comme toutes les autres, sans résolution. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de mon salon tranquille. J'ai vu le fantôme d'une petite fille avec un genou éraflé, d'une adolescente stressée par les SAT, d'une jeune femme me montrant avec enthousiasme sa lettre d'acceptation. J'ai fait de mon mieux, moi aussi. Pendant 18 ans, j'ai fait de mon mieux, et ça m'a été renvoyé à la figure. Emma apprenait la responsabilité, et j'apprenais la douloureuse leçon du lâcher-prise. Une semaine plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Maria, la marraine d'Emma et l'une des plus anciennes amies de Sarah. C'était une femme gentille et équilibrée qui avait toujours réussi à rester neutre dans la dynamique post-divorce. Elle se tenait sur mon porche en tenant une assiette de biscuits, une branche d'olivier dont je savais qu'elle venait avec un but. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'une triste sympathie. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, l'assiette de biscuits entre nous sur la table basse, comme une pièce maîtresse pour une négociation. Je ne suis pas là pour prendre parti, commença-t-elle, fidèle à elle-même. Je suis ici parce que je vous aime tous, et ça déchire tout le monde. Sarah est une épave. Et Emma. Je l'ai vue hier, Elle a l'air d'un fantôme. Elle a tiré sa leçon. Elle souffre. J'ai écouté, en hochant lentement la tête. J'appréciais ses intentions, sa gentillesse. Mais le mot « souffrir » m'a irrité. Maria, merci d'être venue. Je le pense, dis-je. Mais il a cessé d'être question de donner une leçon à Emma au moment où elle a dit ces mots. Une leçon, c'est quand on enlève le téléphone d'un adolescent pendant une semaine. C'est un réalignement de la réalité. Elle me regarda, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant toute sa vie, expliquai-je, me penchant en avant, j'étais un service public, comme l'électricité ou l'eau, toujours là, toujours travaillant en arrière-plan, complètement pris pour acquis. Au moment où je n'étais plus utile à son récit, au moment où Derek offrait quelque chose de plus brillant, elle a actionné l'interrupteur. Elle m'a coupé. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter le courant de couler de mon côté. Mais c'est ta fille, et je l'aime, interrompis-je, ma voix épaisse d'une émotion que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des semaines, ce qui rend cette situation si difficile. Mais ce n'était pas une question d'amour pour elle. C'était une question de statut. Derek lui a offert un fantasme, un raccourci pour se sentir spécial et admiré. Il lui a acheté une voiture, et elle a pensé que ça faisait de lui un meilleur père.
Je lui ai offert un avenir construit brique par brique pendant 18 ans. Elle a choisi le fantasme. Maintenant, elle doit vivre dans le monde réel, celui où les choses coûtent de l'argent et où les actions ont des conséquences. J'ai finalement permis à toute la profondeur de ma blessure de se montrer dans ma voix. Ce n'était pas une question d'argent, Maria. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question d'effacement. Ils se sont tenus sur cette terrasse et ont essayé d'effacer 18 ans de ma vie, 18 ans d'être un père. Ils ont essayé de me rendre invisible. Et pourquoi faire? Pour une voiture que Derek ne pouvait même pas se permettre. Pour un moment d'applaudissement. Maria a simplement écouté, les yeux remplis de larmes. Elle a finalement compris qu'il ne s'agissait pas d'orgueil ou de colère. Il s'agissait d'une blessure fondamentale et existentielle. « Que puis-je faire » demanda-t-elle doucement. « Rien, dis-je, ma voix redevenant calme. Il n'y a rien à faire. Le choix a été fait. Les conséquences sont en marche. Elle doit voir ça jusqu'au bout. Elle doit apprendre par elle-même la différence entre une façade brillante et une fondation solide. Elle a laissé les biscuits sur la table. Aucun de nous ne les avait touchés. Elle est venue un dimanche soir juste au moment où le soleil se couchait. Je l'ai vue se garer sur le trottoir dans une vieille Toyota délabrée que je supposais être un nouvel achat, un témoignage de ses quarts de travail au restaurant. Elle est restée assise dans la voiture pendant longtemps, et je l'ai regardée par la fenêtre, le cœur lourd dans ma poitrine. Finalement, elle est sortie et a marché lentement vers ma porte d'entrée. La frappe était hésitante. J'ai ouvert. Elle avait l'air plus vieille qu'il y a à peine 2 mois. Elle était plus mince, et il y avait des cernes sous ses yeux qu'aucune quantité de maquillage ne pouvait cacher. L'étincelle défiante qu'elle avait eue à la fête avait disparu, remplacée par une lassitude profonde et viscérale. « Papa, dit-elle, sa voix à peine un murmure. On peut parler ? » J'ai hoché la tête et me suis écarté. Entre, Emma. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où Maria avait essayé de négocier sa paix, la même pièce où j'aidais Emma avec ses démonstrations de géométrie. Le silence était lourd, rempli de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle a commencé à pleurer, pas les sanglots hystériques de notre dernier appel téléphonique, mais des larmes silencieuses et lasses qui coulaient sur ses joues. Je sais que j'ai fait une bêtise, dit-elle, sa voix étranglée. Je sais que ce que j'ai dit était mal. C'est la chose la plus stupide et la plus horrible que j'ai jamais faite. Je l'ai regardée, ma fille, mon enfant unique, et j'ai senti les derniers vestiges de ma colère se dissoudre, ne laissant qu'une vaste et désolée tristesse. Je ne suis plus en colère contre toi, Emma, dis-je, et c'était la vérité. Je suis déçu, et je suis blessé, mais la colère a disparu. Alors pourquoi tu ne m'aides pas? Elle posa la question qui était au cœur de tout. Si tu n'es pas en colère, pourquoi tu ne m'aides pas avec l'université? Parce qu'il ne s'agit pas de ma colère, dis-je, essayant de lui faire comprendre. Il s'agit de ton choix. Tu t'es tenu sur cette terrasse, et tu l'as choisi, lui. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas le sacrer publiquement comme ton père et ensuite attendre en privé que je continue à jouer le rôle. Mon rôle dans ta vie, selon toi, était de ne jamais rien faire. J'honore enfin ton évaluation. Mais il ne peut pas, lâcha-t-elle, sa voix s'élevant avec désespoir. Il ne peut pas se le permettre, papa. Tout était un mensonge. La voiture de luxe, les histoires d'investissement, tout est faux. Sarah m'a dit, ils sont fauchés au point. J'ai hoché lentement la tête. Je sais, mais c'était l'homme que tu as choisi de défendre. C'était l'homme pour qui tu m'as humilié. Je me suis penché en avant, ma voix douce mais insistante. Emma, laisse-moi te demander quelque chose. À ton avis, combien ai-je dépensé pour toi au fil des ans? Elle avait l'air confuse. Je ne sais pas. Moi, oui. J'ai fait les calculs. Entre la pension alimentaire pendant 11 ans, la moitié de toutes tes dépenses scolaires, les cours de danse, ton téléphone, l'assurance auto, les voyages de fin d'études, les ordinateurs portables et le fonds d'études, ça fait un peu plus de 200 000 $. Pas en grands gestes, Emma, en petits paiements réguliers et invisibles. 200 000 $ pour construire une fondation pour ta vie. Elle me fixa, la bouche légèrement ouverte. Le chiffre était incompréhensible pour elle. Derek, continuai-je, t'a offert une voiture à 25 000 $ qu'il ne pouvait pas se permettre et l'a laissé saisir 2 semaines plus tard. Comprends-tu, aujourd'hui, assise ici dans cette pièce,
enfin la différence entre ce que j'ai fait pour toi et ce qu'il a fait. Elle resta silencieuse pendant longtemps, le seul son étant sa respiration saccadée, son regard baissé sur ses mains, se tordant sur ses genoux. Finalement, elle leva les yeux, ses yeux clairs et remplis d'une compréhension dévastatrice. Oui, murmura-t-elle. J'ai vraiment fait une bêtise, n'est-ce pas? Oui, tu en as fait une, dis-je, ma voix dépourvue de triomphe. Y a-t-il un moyen de réparer ça, demanda-t-elle, sa voix tremblant sous le poids de son dernier espoir. J'ai regardé ma fille, la jeune femme assise devant moi, et j'ai su ce que je devais dire. Emma, tu n'as pas seulement blessé mes sentiments. Tu m'as publiquement renié comme père. Tu as dit au monde entier que j'étais sans valeur pour toi. Des excuses sont un début, mais ça n'annule pas ça. Ça ne change pas le choix que tu as fait. Réparer ça, c'est à toi de le faire maintenant. Tu dois vivre avec ton choix. Tu dois construire ta propre fondation. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a plus pleuré. Elle a juste hoché la tête, une seule inclinaison brusque de sa tête. Elle s'est levée, l'air vaincu. D'accord, papa, dit-elle, et elle partit. Je l'ai regardée monter dans sa Toyota délabrée et s'éloigner, me laissant seul dans la maison tranquille avec les fantômes du passé et la réalité du présent. 3 mois plus tard, le monde s'était installé dans sa nouvelle forme altérée. L'air d'automne était vif, et les feuilles commençaient à tourner. La vie suivait son cours comme elle le fait toujours. Emma était à l'université d'État. Elle a souscrit des prêts étudiants et a trouvé un emploi d'études-travail dans une bibliothèque du campus. De temps en temps, elle m'envoyait un SMS. Ce n'étaient pas des demandes d'argent ou d'aide. C'était de petites mises à jour hésitantes, j'ai eu un B+ à mon premier devoir de sciences politiques. La bibliothèque est calme. J'aime ça. C'est dur. Je les lisais, le cœur serré par un mélange complexe de fierté et de chagrin. J'attendais généralement un jour, puis je répondais par SMS quelque chose de simple, bon travail ou continue comme ça. La porte entre nous n'était plus scellée, mais elle était à peine entr'ouverte. C'était un début. J'ai entendu dire par David que les choses à la maison de Sarah et Derek étaient tendues. Les difficultés financières, qui n'étaient plus cachées par de grands gestes, étaient une source constante de friction. L'illusion que Derek avait travaillé si dur à construire s'était effondrée, ne laissant que la sombre réalité des cartes de crédit au maximum et d'un mode de vie loué qu'il pouvait à peine se permettre. Je n'ai ressenti aucune joie à cela, seulement un sentiment las d'inévitabilité. Quant à moi, j'avais fait un investissement personnel. Je n'ai pas acheté un bateau de pêche tape à accent graveleuil ou une voiture de sport. J'ai utilisé une petite partie du fonds Arthur, comme je l'appelais maintenant, pour acheter un robuste Boston Whaler d'occasion de 17 pieds. Ce n'était pas une pièce d'exposition. C'était un outil. Il était solide, fiable et construit pour durer. C'était mon genre de bateau. Ce matin, j'étais sur l'eau avec David. Le soleil se levait au-dessus de la baie, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose. L'air était frais et salé. Nous ne parlions pas beaucoup, profitant juste de la compagnie tranquille et du doux balancement du bateau. « Tu as déjà pensé à lui donner l'argent » demanda David, brisant le silence alors qu'il remontait sa ligne. J'ai regardé l'horizon, la vaste étendue d'eau. Je pense à elle tout le temps, admis-je. L'argent ? L'argent est différent maintenant. Il n'est plus à elle. C'était un cadeau. Maintenant, c'est ma tranquillité d'esprit. C'est ma retraite anticipée. C'est mon respect de soi converti en un chiffre. J'ai coupé le moteur, et nous avons dérivé dans le calme du matin. J'ai enfin compris. Ma paternité n'était pas définie par son acceptation ou ses applaudissements. Elle était définie par les 18 années d'action que j'avais entreprises, le travail silencieux et constant de la construction de sa fondation. Qu'elle se tienne dessus et me loue ou qu'elle se tienne dessus et me maudisse, la fondation elle-même était réelle. Elle avait fait son travail. Elle était à l'université. Elle faisait son chemin. Emma avait fait son choix à cette fête de remise des diplômes, un choix né de l'ignorance de la jeunesse et de l'attrait des choses brillantes. Et j'avais fait le mien dans l'aube froide et tranquille qui a suivi, un choix de revendiquer ma propre valeur. La relation avec ma fille était brisée, peut-être irrémédiablement. Mais pour la première fois depuis longtemps, assis dans mon petit bateau robuste sur l'eau calme, je me suis senti entier. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était une fin juste. Et c'était enfin paisible.